Bonjour à tous. Bon, je pense qu'on va démarrer. Bienvenue à tout le monde. On est ravis de participer à cette journée autour du décret Bax et de faire partie d'un écosystème qui est là pour apporter des informations sur les enjeux d'exploitation, de performance énergétique et puis précisément sur la mise en application du décret Bax qui intéresse effectivement beaucoup les maîtrises d'ouvrage sur ce qui doit être fait, comment on met en pratique ces éléments. Vous verrez, on va tenter d'être très pragmatique avec justement une remise en perspective du décret, mais aussi des enjeux d'exploitation. Pour nous, le décret Bax n'est pas isolé dans un système qui est à déployer, mais est bien un élément de stratégie d'exploitation des bâtiments au milieu des enjeux que vous pouvez avoir sur l'amélioration des niveaux de performance énergétique, technique des bâtiments. Et pour cela, on va vous parler plus précisément du plan de comptage et de pilotage, comment il peut être fait, quelles sont les obligations effectivement par rapport au décret Bax. Donc on va se centrer sur le suivi de la performance énergétique à travers des outils, des systèmes qui existent ou qui peuvent être complétés selon les sites. Donc voilà les points que nous allons aborder assez sommairement pour certains. Donc on va vous présenter notre société, Drias. On va regarder quels sont les enjeux du décret Bax aujourd'hui, à quelles échéances, et notamment d'un point de vue comptage ou sous-comptage aussi. Vous allez entendre parler de ces deux notions, le comptage d'un point de vue global et puis le décret Bax renforce la nécessité de sous-compter des consommations, des usages. Plus globalement, je le disais, on va vous apporter des éléments sur la construction d'une stratégie de maîtrise des performances techniques et énergétiques. Le Decrebex en faisant partie, mais il faut qu'on ait un regard un petit peu plus global parce qu'il y a des bâtiments qui ne le sont pas dans un patrimoine de bâtiments parfois, mais c'est tout autant intéressant, voire nécessaire, de regarder des bâtiments qui performent ou qui sous-performent. On s'attachera à regarder ça d'une manière globale. Et puis, on passera davantage de temps aussi sur maintenant des aspects aussi de méthodologie sur le plan de comptage, les besoins qui peuvent être ceux des maîtrises d'ouvrage, des crébacks, des crêts tertiaires, et pilotage benchmark de la performance énergétique selon les sites. Donc, ça vaut pour aussi un site seul, un bâtiment seul, mais d'autant plus pour des bâtiments aussi. Euh, enfin, pour des patrimoines multisites. Et puis, dernier point aussi très pratique, quelles sont les infrastructures de comptage des GTB qui permettent de déployer efficacement des compteurs. On parle de déploiement, mais on parle surtout maintenant de maintenance aussi de ces systèmes. Vous verrez dans le webinaire, il y a deux notions, je pense qu'il faut garder en tête. J'espère que c'est celle que vous pourrez retenir. Une notion d'interopérabilité, alors elle est écrite dans la norme, dans le décret BAX, dans sa mise en application. Il faut que les éléments soient interopérables, donc on verra ce que ça recouvre, côté comptage et côté GTB. C'est un maître mot pour assurer de la pérennité. Et second point, c'est la fiabilité. Quand on parle de comptage aujourd'hui, on produit des données sur lesquelles on compte s'appuyer pour asseoir et optimiser la performance énergétique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que la donnée de comptage euh, on cherche avant tout à voir si elle est fiable ou pas, et ça arrive très souvent que des compteurs, on ne sait pas soit ce qu'ils mesurent, soit comment ils mesurent, quelle zone, quelle précision. Donc aujourd'hui, la fiabilité va être très importante, tant dans les compteurs qu'on va installer que dans ces infrastructures qui doivent remonter de la donnée. Ce qu'on lit sur le compteur, ce soit ce qu'on va remonter dans un système intermédiaire, voire et surtout dans la plateforme de management de l'énergie. Une présentation de notre société. Drias, c'est une société qui a une dizaine d'années d'expérience, qui vient du monde de l'exploitation, née dans une entreprise de maintenance multitechnique. Pour des besoins d'exploitation, on a eu besoin de systèmes, on a eu besoin de piloter ces performances d'exploitation à travers différents systèmes sur des gros bâtiments, déjà des infrastructures, des systèmes de GTB, sur des plus petits, des objets connectés, des infrastructures radio. Donc ça fait un moment que dans notre société, on déploie des objets connectés et qu'on a une expertise sur des objets IoT, beaucoup de bas débit. Du M2M, des réseaux bas débit LP WAN, puis différentes typologies d'infrastructures dont on va parler dans le webinar.
On a aussi des consultants Energy Manager qui suivent aussi ce suivi des performances énergétiques. Pour nous, c'est important aussi à partir du moment où on déploie des systèmes, qu'on sache aussi comment ils sont exploités. Des outils de GMAO aussi, toujours. Donc là, on parle effectivement de couches logicielles qui permettent de faire une gestion de la maintenance organisée. Et donc tous ces systèmes, qu'on parle de couches basses ou de couches un petit peu plus hautes, logicielles, et ben, tout ça doit fonctionner ensemble. Donc on a une vision globale aujourd'hui déjà de l'interopérabilité. Et puis, dernier point aussi, c'est pourquoi on le fait. Et donc là, c'est une activité de conseil aussi. Une fois qu'on connaît bien comment construire des infrastructures et récupérer des données, finalement, on nous demande aussi comment on les exploite. Et donc, on accompagne des maîtrises d'ouvrage. Donc, notre activité aujourd'hui est une activité de conseil. On fait de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. C'est une activité maintenant qu'on a déployée aussi à l'échelle de clients nationaux. Effectivement, pour des maîtrises d'ouvrage multi-sites, il y a d'autant plus besoin d'avoir une vision globale des systèmes et donc site par site et parfois sur des périmètres locaux, régionaux, voire nationaux. Donc voilà ce qu'on fait à travers nos implantations à Toulouse, Bordeaux, Lyon. Et puis on a des clients aussi ailleurs sur le territoire. On fait partie de différentes associations professionnelles dans le monde du bâtiment, la Smart Building Alliance, que je pense beaucoup connaissent, qui œuvre déjà depuis longtemps sur ces notions d'interopérabilité. Et donc, on- ça fait partie de nos convictions, effectivement, que, on ne peut plus déployer des systèmes propriétaires ou des systèmes qui sont conçus d'une part et puis difficilement exploitables par d'autres acteurs. Donc, vous verrez, hein, toute l'approche qu'on a aujourd'hui, elle est une approche de maintenance et d'exploitation. Donc, dès la conception, dès la mise en œuvre de systèmes, maintenant, il faut penser exploitation. On fait partie aussi des matinales digitales du bâtiment et de l'immobilier, qui rassemblent aussi des écosystèmes qui avancent ensemble et prouvent qu'effectivement, c'est pas avec un seul acteur qu'on arrive à faire évoluer ces marchés et qu'on amène tout le monde à discuter ensemble. Pour nous, c'est une nécessité de retrouver des exploitants, des mainteneurs, des fabricants, donc de retrouver tout cet écosystème qui œuvre ensemble. Donc ça fait partie de nos convictions. Quelques points sur nos convictions importantes aussi auprès des maîtrises d'ouvrage, c'est que les maîtrises d'ouvrage, quel que soit le niveau d'implication sur les systèmes, les bâtiments, même en travaillant avec des exploitants aussi multitechniques, il faut aussi comprendre et décrire aussi les besoins que les maîtrises d'ouvrage ont. Donc il faut aussi une certaine autonomie dans cette description de besoins, dans cette conception, voire même peut-être dans des infrastructures et dans des systèmes de management de l'énergie. Donc vous verrez un petit peu dans le webinaire aussi comment les outils et les systèmes sont mis à disposition de différents acteurs. Donc il y a effectivement une conviction que on n'isole pas les acteurs et les systèmes et que tout le monde, donc on implique beaucoup les acteurs dans ce processus de transformation dit digital. Euh, donc il y a effectivement cette conception en fait qui implique que tout le monde s'entende pour mutualiser aussi. Donc c'est là aussi des économies de déploiement, hein. Si on mutualise des infrastructures, des technologies, on déploie moins de systèmes. Donc ça contribue aussi à des enjeux de sobriété qu'on voit aujourd'hui comme importants, sobriété numérique, sobriété de ce qu'on déploie. On ne déploie pas non plus aussi des systèmes pour les déployer. Il y a des enjeux forts de maintenance derrière, donc des systèmes. Donc voilà aujourd'hui ce qui est important dans ces approches. Puis on intègre effectivement les enjeux réglementaires, hein, le BAX, on est là pour en parler. Euh, c'est quand même important de voir que ce qu'on fait, on le fait aussi tenant compte des objectifs et des obligations qui existent maintenant. Voilà, je vais laisser Roman introduire justement les enjeux réglementaires, et, pourquoi ils existent et comment on y répond. Le décret BAX suit une autre réglementation, le décret tertiaire, qui imposait déjà des choses aux maîtrises d'ouvrage, à savoir de déclarer ses consommations énergétiques annuelles et également d'avoir des objectifs fixés par l'État de réduction des consommations d'énergie finale, avec soit des objectifs en valeur relative, hein, ou soit en valeur absolue, euh, en fonction des types de bâtiments, de la vétusté des installations, euh, notamment. Le décret BAX va permettre de mettre des moyens pour atteindre ces objectifs.
Donc cette fois-ci, on va imposer de mettre en place des systèmes de gestion technique du bâtiment, des systèmes de comptage qui vont permettre de mesurer euh, la consommation énergétique par zone fonctionnelle, par équipement, pour permettre de suivre l'atteinte des objectifs du décret tertiaire, mais qui peuvent être des objectifs plus globaux d'une politique RSE d'une entreprise. Euh, Cette démarche s'inspire notamment de la certification ISO 50001 d'amélioration continue. Euh, Cette fois-ci, la certification 50001, c'est une démarche volontaire, hein, on n'est plus dans une obligation réglementaire. Mais c'est important, je pense, pour les maîtrises d'ouvrage, de s'en inspirer. En plus des réglementations tertiaires BAX, d'aller vers de l'amélioration continue, parce que c'est bien les objectifs de ces réglementations, hein, c'est d'aller vers de l'amélioration continue, de mesurer, de vérifier la performance, enfin, des gains de performance énergétique. Effectivement, il faut pouvoir les évaluer, hein, ça fait partie du décret BAX aussi de pouvoir évaluer régulièrement la performance des systèmes et des performances énergétiques. Peut-être assez rapidement, puisque le décret BAX vous est présenté par différentes organisations, vous en avez peut-être déjà connaissance dans les grandes lignes. Juste les éléments de calendrier pour voir à quel moment aussi il faut travailler sur quel sujet. Donc c'est un décret qui est issu, donc on disait, qui a démarré en 2020, il est entré en vigueur en 2021 sur des bâtiments, des gros bâtiments, alors qui, pour une partie, étaient déjà équipés de systèmes de GTB de par la taille et par la nécessité déjà de piloter le bâtiment, mais qui va s'étendre très rapidement à des bâtiments de plus petite taille et justement rejoindre aussi des bâtiments plus ou moins de même taille que ceux qui sont concernés par le décret tertiaire. Alors l'assujettissement n'est pas rigoureusement le même, hein, on voit que c'est suivant la puissance installée, mais néanmoins l'objectif c'est de donner des moyens de- d'amélioration efficaces en, on va dire, des améliorations actives, à l'inverse de systèmes dits passifs où on compte effectivement sur la rénovation plus globale du bâtiment. Une GTB, c'est des systèmes aussi qui sont euh, plus rapide à déployer, pas forcément plus simple, on va regarder, tout dépend des bâtiments et tout dépend de ce qu'on conçoit, mais en tout cas, normalement plus rapide. Donc, c'est accéléré aussi par les enjeux de sobriété énergétique du gouvernement. Et on a des premières échéances qui sont tombées sur les bâtiments neufs et qui arrivent très rapidement, puisqu'en 2025, au 1er janvier de l'année prochaine, il faut déjà avoir équipé les bâtiments plus importants, les bâtiments existants d'un système de GTB et de suivi de la performance énergétique et donc de comptage aussi. Et puis au 1er janvier 2027 aussi, une échéance assez proche, d'équiper les plus petits bâtiments. Voilà. Donc le calendrier tel qu'il est, on va détailler davantage après comment. Sur le focus qu'on est en train de faire sur le plan de comptage, voilà l'article qui ressort de la norme qui pour la première fois détaille davantage aussi les dispositions qu'il faut mettre en œuvre pour faire ce suivi énergétique. Jusqu'à présent, les obligations étaient liées seulement aux bâtiments neufs, hein, dans la RT 2012, puis dans la RE 2020. Dans le décret tertiaire, on est sur un périmètre un peu plus large. Ce qu'on veut, c'est seulement pour les déclarations qu'on a besoin par entité fonctionnelle assujettie de donner la performance énergétique et donc les consommations. Là, donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a un détail plus précis par zone fonctionnelle. Ce que ça veut dire une zone fonctionnelle, c'est l'élément surtout à caractériser. C'est une zone dont les usages sont homogènes sur un périmètre du bâtiment. Ça peut être un étage, ça peut être une zone beaucoup plus petite parce qu'elle a un fonctionnement précis, spécifique. Donc en tout cas, il faut pouvoir regarder com- quelles sont les consommations à l'échelle de cette zone. Et donc nous, on est là aussi pour vous guider sur ce que ça recouvre, le périmètre de cette zone fonctionnelle et les usages. Donc les usages qui sont à monitorer, ce sont les mêmes que ceux qui sont du décret tertiaire. C'est principalement chauffage, ventilation, climatisation, éclairage, euh, voilà. Et par contre, avec un pas de temps qui est beaucoup plus précis que tout ce qu'on a jusqu'à présent, donc le pas de temps horaire, qui est possible avec les différentes solutions de comptage aujourd'hui, que ce soit des solutions filaires, sans fil. On est capable d'avoir des données horaires. Euh, mais voilà, en tout cas, c'est des choses aussi à spécifier qui devraient prendre cette norme. Et deuxième point, c'est qu'il faut conserver à l'échelle mensuelle pendant 5 ans ces données. Alors,
pas forcément dans le système, c'est des extractions aussi qu'on peut faire, parce qu'on nous demande maintenant de les avoir que à l'échelle mensuelle, donc ça peut être un peu moins de données que la première échelle de pas de temps horaire. Mais néanmoins, il faut s'assurer qu'on puisse suivre les consommations qu'a eu le bâtiment, et notamment pour pouvoir suivre la trajectoire de performance énergétique. L'objectif étant d'évaluer justement par rapport à des valeurs de référence par typologie de bâtiment, si le bâtiment performe ou sous-performe et qu'on peut améliorer son efficacité. Donc on est plutôt dans des éléments euh, logique, hein. Si on veut commencer à faire de la performance énergétique, il faut commencer à mesurer et puis descendre dans des éléments un petit peu plus bas. À l'échelle de patrimoine, ça peut être très important. Donc il y a des priorisations aussi à faire. Il y a des éléments aussi qui sont importants pour comprendre comment fonctionnent les bâtiments. Si vous avez des typologies de bâtiments qui se ressemblent les uns avec d'autres, il est possible aussi de démarrer pour voilà, échantillonner peut-être plus précisément sur un site, et notamment ceux qui sont pas les plus performants. Donc il y a des stratégies par rapport à ça et c'est celle qu'on va détailler dans le webinar. Je redonne la main à Roman pour vous parler méthodologie. Euh, donc cette méthodologie, c'est la méthodologie qu'applique Drias, hein, avec ses clients, et qui nous permet, selon nous, de répondre complètement à la stratégie de mise en place d'un SME. Dans la première étape, ça va être de définir les enjeux avec le client. Donc là, c'est plutôt une phase d'échange avec le client pour déjà décrire les attendus du décret Bax, les attendus réglementaires plus largement, et les attendus clients sur ces réglementations ou les enjeux clients euh, de type les gains énergétiques attendus euh, qui sont objectivés par l'entreprise. Donc dans cette phase d'échange, euh, on va également essayer de recueillir les informations de terrain, de type quels périmètres sont soumis au décret tertiaire, combien de bâtiments, quels enjeux énergétiques, pour essayer de commencer à détailler une démarche stratégique. Euh, à ce moment-là, on va également commencer à connaître l'ensemble des acteurs du projet. C'est pas seulement une personne de la maîtrise d'ouvrage, il peut y avoir plusieurs services impactés et également d'autres entreprises, notamment les prestataires de maintenance, qui est important d'impliquer dans la démarche. Euh, à ce moment-là, on va également essayer de décrire un planning, une priorisation des sites pour avoir une démarche globale de maîtrise des performances techniques et énergétiques. Suite à ces échanges, on va recueillir des données de terrain via des audits techniques des installations où on va collecter l'ensemble des équipements techniques, à la fois du matériel de comptage, des matériels de type automate, des protocoles de communication entre ces différents systèmes, également les interfaces dont disposent les utilisateurs des sites. Donc où on va vraiment rentrer dans le détail des bâtiments et collecter le plus d'informations sur le terrain des systèmes avec notamment du détail sur les systèmes de GTB. Pour répondre au décret BAX, il y a des attendus sur des fonctions de pilotage, donc on va également être capable de décrire les fonctions existantes de régulation, qu'est-ce qui est attendu par le décret BAX, et on peut aller également sur la classification de la norme 52-120-1, où on peut décrire ce qui est attendu pour de la classe A, pour de la classe B ou du décret BAX. On va faire ces audits pas forcément sur tous les sites du périmètre, mais sur un échantillon qui est représentatif. Donc sur les sites en jeu, sur des sites avec des activités peut-être différentes d'une maîtrise d'ouvrage. L'idée de ces audits, c'est de construire un référentiel. Donc, on va restituer au client à ce moment-là des documents sur les plans de comptage existants, sur les architectures de télérelève de la donnée, sur les systèmes de GTB globaux, euh, sur la partie existante, avec des visuels et
des visuels de type synoptique, schéma et des choses un peu plus de type base de données pour décrire vraiment chaque point de comptage. Ces éléments doivent servir à échanger avec les maîtrises d'ouvrage et l'ensemble des acteurs sur les attendus du SME. Donc, avec ces éléments-là, on va pouvoir définir qu'est-ce qu'il faut en plus pour répondre à notre stratégie. Ça peut être pour répondre au décret BAX, mais on l'a dit, ça peut être pour aller aussi plus loin sur les objectifs de la maîtrise d'ouvrage. Euh, Ces éléments-là, donc on va définir avec la maîtrise d'ouvrage une sorte de référentiel. On va également commencer à parler de budget euh, euh, pour, euh, enfin, on va voilà parler de budget, décrire un référentiel de SME et à ce moment-là, on va statuer sur des éléments pour derrière déployer le matériel. Donc ensuite, il va y avoir une phase de consultation. Donc là, on est capable d'écrire des CCTP sur les éléments techniques, de suivre une exécution où il y a une stratégie qu'il va falloir adopter pour suivre l'exécution des travaux entre une entreprise d'exploitation, des intégrateurs. L'idée, c'est que les personnes qui vont exécuter les travaux, c'est intéressant que ce soit les personnes qui vont utiliser les systèmes derrière. Si on peut les impliquer, c'est toujours intéressant, au moins sur les attendus. Donc ensuite, après avoir déployé le matériel, là, l'étape suivante et qui est une des plus importantes, ça va être d'utiliser ces systèmes, d'utiliser ces interfaces pour faire de l'amélioration continue. Et donc là, après, c'est une démarche qui va prendre plusieurs années euh, et qui va permettre d'utiliser des outils pour l'ensemble des acteurs. Et donc là, l'ensemble des utilisateurs va avoir un rôle pour faire de l'amélioration continue et mesurer, vérifier la performance énergétique. On peut passer à la suivante, Thibaut. Donc maintenant qu'on a détaillé la démarche globale, on va détailler ici un peu plus la partie plan de comptage avec ici une liste d'éléments qu'il va falloir suivre pour construire le plan de comptage. Donc on l'a dit, une partie de recensement des énergies, des équipements existants, également de compléments et ajouter pour répondre aux différents enjeux de la maîtrise d'ouvrage. On va construire un référentiel de comptage euh, avec plusieurs éléments que je vais vous parcourir en suivant, euh, avec des objectifs précis de fiabilité, pérennité des systèmes qu'on va mettre en place. Donc sur le plan de comptage, on a différentes réglementations qui ont déjà impacté la maîtrise d'ouvrage, notamment les réglementations thermiques, la RT 2012 et la RO 2020, qui imposent encore aujourd'hui un certain nombre de comptages. Et donc effectivement, on voit aujourd'hui sur des bâtiments récents un grand nombre de compteurs qui sont installés sur les bâtiments. Qui sont pas forcément utilisés, ça on le voit également avec des systèmes de GTB, hein. Donc ça fait partie aussi de notre démarche, voir l'existant, mais surtout d'avoir un échange avec la maîtrise d'ouvrage pour que les systèmes soient utilisés. Le but, c'est pas qu'il y ait des compteurs sur tous les usages, sur chaque équipement, si c'est pour que personne n'utilise cette donnée derrière. Donc, suite à ça, on a eu la réglementation sur le décret tertiaire qui impose de connaître sa consommation par fluide, par site et au niveau et avec un pas de temps annuel ou mensuel. En tout cas, dans les objectifs, il y a de déclarer ses consommations, mais du coup, on est à la maille du site et à la maille d'un fluide. Donc, c'est des informations qui sont récupérables sur les factures d'énergie, sur des données distributeurs. Donc là, il y a un certain nombre d'API qui sont disponibles pour récupérer des données Enedis, des données GRDF. Et attention, avec le décret BAX, maintenant, il y a une nécessité d'aller jusqu'au pas de temps horaire. Le décret BAX impose
Juste Thibaut, tu peux remettre Ah, pardon. celle Ouais. d'avant, juste sur les, les, les comptages nécessaires pour le décret BAX. Bah là, on va plus loin, hein, parce qu'on a une nécessité d'aller à la zone fonctionnelle et à l'usage. Donc, ça va imposer d'ajouter un certain nombre de compteurs. Euh, et l'objectif, eh ben, c'est de pouvoir derrière suivre une action de performance énergétique. Si on remplace un système de production de chauffage, euh, si on a un compteur sur la production de chauffage, eh bien, on saura exactement le gain énergétique qui est obtenu. Donc, c'est vraiment ça l'objectif. On, Ici, on décrit les attendus, les prérequis qui sont à fournir par la maîtrise d'ouvrage sur la partie plan de comptage. C'est des choses qui sont nécessaires et, hum, et qui vont permettre de collecter déjà un certain nombre de données sans forcément aller sur site pour que au moment où on audite les installations, on ait déjà un certain nombre d'informations sur le patrimoine. Donc ça va être des plans de site, ça va être des schémas électriques, des schémas hydrauliques. Euh, et j'insiste sur ceux-là, ils vont permettre de détailler à la fois les systèmes, à la fois les fonctions de pilotage des automates. Donc, tous ces documents-là, ils sont importants. Souvent, bah, c'est des choses qu'on va avoir du mal à récupérer hein, euh, avec nos clients, mais sur lesquels on est obligé d'insister parce que bah, c'est vraiment du temps de gagner pour travailler sur les systèmes de GTB, ou pour que quand on aille sur site, on ait le plus d'informations sur les systèmes existants et qu'on puisse vraiment aller plus loin sur ce détail-là. Ça permet effectivement de caractériser très précisément les zones où il va falloir se rendre et où il faut mettre des compteurs. Donc, en fait, ces plans, ils sont vraiment très importants, hein. On a besoin. C'est vrai que c'est des éléments qui sont parfois difficiles à récupérer, parce qu'ils sont pas forcément dans les armoires, ils sont pas forcément dans les DOE. Il y a des historiques aussi importants selon les sites. Mais par contre, si on veut pouvoir faire un audit aussi qui soit le plus optimisé possible en temps à passer aussi sur site, pour pouvoir restituer et savoir exactement ce qu'on doit mesurer. Cette phase est très importante, hein, qu'elle soit préparatoire ou quand on arrive sur site, de pouvoir récupérer ces éléments pour pouvoir aussi les identifier. Donc ça, c'est le dernier point, c'est la base de données pour qu'elle soit homogène et qu'on identifie bien les éléments à une zone. Donc j'insistais juste par rapport à ce que tu disais sur le fait que il nous faut quand même des éléments qui sont pas forcément simples à récupérer. Même dans la GTB à proprement parler, hein, des listes de points, des fonctions de régulation, c'est des éléments qui sont pas récupérable si facilement. Maintenant, avec la présence de l'exploitant, de la société qui a fait les travaux, on peut aussi revenir dedans. L'objectif, c'est aussi de voir à ne pas tout enlever, hein. Notre objectif, même sur une GTB, c'est aussi de voir ce qui est conservable parce que compatible, communicant et améliorable. Donc on essaye toujours de garder le matériel, hein, que ce soit pour les compteurs ou la GTB, de voir si on peut récupérer les équipements. Et donc pour ça, il faut un certain nombre d'informations sur leur fonctionnement et notamment pour les classifier selon la norme. Ensuite, donc, avec ces éléments-là et les audits de terrain, on va construire une base documentaire, un référentiel de comptage euh, permettant de définir les solutions existantes, les solutions à prévoir pour répondre aux enjeux de l'entreprise. Nous, on a l'habitude de travailler sur trois types de documents. Une base de données, plan de comptage, qui est cette fois-ci, qui est un tableur avec par ligne un comptage où on va détailler le plus précisément possible le compteur, donc ses fonctions, qu'est-ce qui compte, où est-ce qu'il est placé, le DN, sa nomenclature, hein. C'est important d'avoir une charte de dénomination des variables euh, euh, et également une notion de rang pour, euh, euh, pour décrire le niveau de comptage. Donc, est-ce que c'est un compteur général, donc de niveau 0 ou un sous-comptage de niveau 1, de niveau 2 euh, pour commencer à détailler le plan de comptage. Euh, pour avoir un visuel là-dessus, on va également travailler sur des synoptiques où bien, où on va bien plus décrire l'emplacement des compteurs,
euh, qu'est-ce qui compte et surtout sa hiérarchie par rapport aux autres compteurs. Euh, et enfin, on va détailler ces éléments aussi dans un format de texte où on va cette fois-ci décrire les attendus, les besoins de ces systèmes de comptage. Euh, Ici, on va essayer de détailler les, euh, les attendus en termes d'usage qui vont être comptés, de précision des compteurs, des types de compteurs. Donc c'est vraiment le référentiel qui va permettre de construire le CCTP. Mais ce référentiel, il est plutôt sur la partie besoin client, enfin besoin de la maîtrise d'ouvrage, de détail des besoins en termes de comptage et qui va être utilisé pour construire le CCTP. Exactement. Donc, le résumé des éléments qui vous sont présentés, c'est que les maîtrises d'ouvrage, ben, multisites notamment, on parle de quantité de compteurs qui sont importantes, on parle d'équipements aussi qui sont disséminés parfois dans les bâtiments ou sur des sites de manière importante. Il y en a qui sont filaires, il y en a qui sont sans fil. Donc, on est déjà dans la constitution aussi de la gestion technique patrimoniale, ce qu'il y a sur mes sites. Ça se fait dès la phase audit. Donc, en fait, cet outil, on le remplit dès le début pour identifier chaque zone, chaque compteur, sa dénomination, et tout ça, ça se charte, ça se nomme aussi. Et après, ben, ce qu'on fait pour la GTB, justement, pour définir des prérequis techniques qui sont applicables à l'ensemble des sites, en fait, on est en train de définir un niveau minimum de fonctionnalité, de communication, de ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. C'est ce qu'on on revient à ce qu'on disait au début, l'autonomie des maîtrises d'ouvrage, à décrire des éléments pour des consultations de travaux, d'exploitation. Voilà, même les exploitants et les entreprises de travaux sont ravis d'avoir ces éléments parce qu'ils savent plus précisément ce qu'ils ont à faire, ce qu'ils peuvent mettre en place aussi. Et après, on reste sur des spécifications techniques d'intégration aussi. On parlait d'interopérabilité. Donc, tout ça, on est là pour le détailler dans ces fonctions. Et sur la GTB, encore plus, là, on part sur le plan de comptage, mais sur la GTB, justement, pour dire aussi les classes de performance qui sont attendues, les fonctionnalités aussi qu'on veut revoir, les jeux de données aussi, même dans les compteurs, hein. Aujourd'hui, on ne remonte pas forcément que des kilowattheures. Sur des compteurs généraux en électricité, on peut récupérer des puissances actives, réactives, des COSFI pour mesurer la qualité aussi du réseau. En thermique aussi, on peut remonter des volumes, des débits. Et de là, on regarde si ces données elles sont profitables à l'exploitation sur site, donc parfois dans des systèmes de GTB ou directement dans le système de management de l'énergie. Donc c'est tout ça qu'on écrit, qu'on rédige aussi avec la maîtrise d'ouvrage, hein. Il y a des allers-retours aussi sur le fait qu'on est en train de rédiger une stratégie. Et après, ce référentiel, il est mis en annexe à disposition des entreprises lorsque vous les consultez. Et après, bien sûr, spécifiquement site par site, il y a des choses qui soit dérogent, soit viennent compléter surtout votre référentiel de base. Euh, voilà, donc on va poursuivre justement sur les infrastructures aussi. Donc qu'est-ce qu'on détaille? Là, il y a un petit exemple aussi sur des compteurs, voilà, des spécifications sur la communication, sur la précision de la mesure. À partir du moment où on décide pourquoi on veut mettre un compteur, on sait ce qu'on attend. Est-ce qu'on veut pouvoir éventuellement refacturer? Donc tout ça, on l'écrit dans un cahier des charges et là, on est très précis sur les caractéristiques de ces éléments, des équipements de comptage. De la même manière, on l'est sur les infrastructures aujourd'hui parce que bah, là, vous commencez à avoir une première infrastructure où on voit des équipements type GTB, des équipements de comptage. Est-ce qu'on passe par les équipements de GTB pour récupérer de la donnée? Très souvent, sur les gros sites, les aimants de comptage remontent dans les infrastructures GTB. Est-ce qu'elles sont exploitées directement dans ce système ou est-ce que ça remonte vers un SME, la qu'on voit en position centrale parce que justement on est plutôt dans une stratégie de suivi des performances énergétiques et le SME s'impose beaucoup plus parce qu'il faut pouvoir comparer notamment en multisite beaucoup de sites quand on a des API et des connecteurs avec différents donc avec les fournisseurs, des données de comptage et puis après c'est des préconisations justement d'installation où on vient définir comment et pourquoi on arrive à mutualiser des infrastructures. L'objectif, ça reste la fiabilité aussi dans ces infrastructures, c'est qu'on n'ait pas des éléments à fiabilité d'installation, fiabilité de maintenance. Donc il y a des protocoles aussi qui sont à utiliser, d'autres non. Et puis on essaie le plus possible aussi de travailler sur l'existant, hein. Le but, c'est pas de déployer d'autres infras ou de dire on ne travaille plus avec ça. Quand il y a des choses qui fonctionnent bien, on travaille avec. Quand c'est interopérable également. Et puis après, on voit qu'il y a du filaire, le sans fil aussi. Très souvent, on va voir qu'il y a des besoins
à travers ces typologies d'architecture. On va détailler. Comment avoir des dispositifs de comptage précis, fiables et pérennes? On a déjà parlé des protocoles de communication standard. Dans le comptage, il y a globalement ces protocoles dont on est certain qu'ils assurent une interopérabilité parce c'est des protocoles faits pour l'échange de données sur des systèmes existants. Alors en filaire, Modbus, BACnet, MBus, Loanworks, KNX. En sans fil, aujourd'hui, on spécifiera pourquoi il y a beaucoup de choses qui sont normées autour du protocole LoRaWAN. Modbus, BACnet, MBus, voilà, c'est très standard sur les compteurs. Euh, on est sur une donnée dont on est certain justement que ce soit la même sur le compteur et quand on la récupère sur la supervision. Donc c'est vraiment essentiel que de travailler avec ces protocoles de communication. En plus, les bus de communication permettent de raccorder différents compteurs. Donc, dans une armoire, on a plus ou moins de compteurs, donc on peut les remonter sur la même interface. Et puis, parfois, on arrive même à remonter les données plus efficacement dans l'infrastructure jusqu'au système d'exploitation de la donnée. Donc, on essaie d'éviter aussi le plus possible les passerelles, hein, des passerelles qui vont transformer un protocole avec un autre. Tout ça pour fiabiliser. On réfléchit aussi à la nécessité de refacturer ou pas, donc avec des classes aussi de précision, de performance. La directive AMID, elle permet de refacturer, donc à des sous-locataires, d'autres entités. Ça vient conforter aussi des classes de précision de la mesure. On peut aussi souhaiter ou demander des vérifications de conformité d'installation, la VCI, notamment sur les compteurs d'énergie. Pour la refacturation, c'est obligatoire. Et pour s'assurer de la bonne mise à disposition des sondes et des compteurs aussi, c'est un élément important. Donc ça peut être fait par des installateurs ou des fabricants. Et puis on a d'autres précisions de mesure en termes d'électricité selon les typologies de sites et les précisions qu'on attend. Si on veut faire du monitoring très simple ou si on veut venir identifier justement des qualités de réseau. Voilà, les différents dispositifs, on voit filaire, sans fil, avec justement des torts ouvrants, avec des capacités à s'installer plus ou moins facilement. On ne détaillera pas forcément davantage, mais sachez qu'il y a des éléments de mesure qui sont plus ou moins simples à installer. De même sur l'énergie thermique, pareil avec des débitmètres à ultrasons non intrusifs aussi. Sur le gaz, on récupère encore. Alors pour le coup, c'est un des rares équipements où on récupère quand même de l'impulsion et ce qu'on essaie de ne pas faire sur tous les autres, hein. On essaye même sur l'eau, l'impulsion est génératrice de dérive dans le temps. Donc on essaye d'avoir du MBus par exemple ou du LoRaWAN aussi dès le début sur le compteur en natif. Euh, et puis on va poursuivre et vous apporter des éléments d'infrastructure justement pour préciser comment on arrive à voir ce qui existe, travailler sur des réseaux existants, comment on arrive à s'appuyer sur des réseaux déjà existants et à remonter de la donnée. Alors très souvent en proximité dans des locaux techniques, où on a déjà un automate, effectivement, il fait sens de remonter directement sur ces réseaux à travers l'automate ou à travers une passerelle. En tout cas, on arrive sur une couche réseau GTB, protocole BACnet, justement une couche fédératrice qui permet de remonter beaucoup de compteurs jusqu'à tous les systèmes de GTB. On est certain de pouvoir les remonter derrière. On a aussi maintenant des API, donc des dispositions à communiquer aussi vers des systèmes de management de l'énergie de manière très efficace avec des connecteurs justement qui facilitent l'intégration de la donnée. On voit quelques possibilités au milieu. On voit aussi des architectures hybrides. Donc, globalement, pour les sites sous mieux décret BAX, il y a nécessité d'avoir des fonctions d'automatisation et ça passe forcément par des automates, hein. On ne peut pas faire tout avec du sans fil, hein. On a des automates justement avec des fonctions de régulation, des blocs de programmation. Enfin, toutes les fonctions, elles sont embarquées. Et donc là, on est sur des architectures décentralisées où chaque automate, même s'il y a rupture de communication avec la GTB ou le système du dessus, va continuer à fonctionner. Ça, c'est les prérequis du BAX. Mais ce qu'on montre ici, comme on est là plutôt aussi par de comptage, on montre qu'on sait utiliser ces équipements pour remonter la donnée de comptage. Et parfois, quand c'est plus efficace, plus simple à déployer, on utilise aussi d'autres protocoles. Le LoRa, la technologie LoRaWAN, c'est une technologie qui a beaucoup d'atouts dans le monde du bâtiment, voire même des villes, collectivités, parce que on arrive à déployer des réseaux, utiliser des réseaux déjà existants, une bonne pénétration dans les bâtiments, des points de vigilance tout de même, puisqu'on est en radio, hein. Donc il faut s'assurer de cette bonne couverture du réseau pour pouvoir, un, déployer de manière certaine, et deux, de pérenniser ce fonctionnement quand on est sur des capteurs avec
sur pile, bah, il faut aussi pouvoir identifier l'autonomie qu'on va pouvoir maîtriser. Et ça, tout ça, ben, il faut un peu d'expertise sur ces réseaux IoT pour pouvoir savoir où installer ce genre de réseau. Mais ces infrastructures très efficaces, à partir du moment où on a aussi une mutualisation de cas d'usage. Donc là, sur le comptage, ça se révèle déjà opportun quand on a beaucoup de compteurs déjà installés, voire même quand on a besoin de ne pas tirer des bus, des liaisons, parce que c'est difficile dans certains cas. Donc après, c'est vrai que plus on a d'équipements, alors il y a des différents types d'architecture avec des gateways indoor très simples qui peuvent remonter une dizaine de compteurs, hein. On n'a pas donné quelques notions de plan de comptage, mais à partir du moment où en Bax, on a besoin de qualifier 5 usages déjà, et puis on n'a pas qu'une zone sur un bâtiment, donc on a très vite, rapidement, une dizaine de compteurs quand même en sous-comptage. Donc c'est vrai que on va avoir des quantités de compteurs nécessairement plus importantes. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi définir les bonnes architectures. Quand on voit sur un TGBT aussi qu'on peut monitorer plusieurs départs, ben, il y a des centrales de mesure multi-départs. Donc tout ça, effectivement, le plan de comptage, tout ce qu'on a vu avant, on définit pas l'infrastructure au début, on la définit plutôt après une fois qu'on a fait une analyse de l'existant, une analyse du fonctionnement de la GTB aussi. On va se baser sur une GTB qui est évolutive. Si on est sur une GTB qui de toute façon est à rénover, il faut intégrer ça au projet GTB dans tous les cas. Et puis après, pour des sites où on veut évaluer la performance, bah, l'IoT et le comptage restent intéressants et on est sur des architectures beaucoup plus faciles et plus économiques. Voilà. Mais importance, qu'on soit sur du réseau filaire ou du réseau sans fil, de maintenir ces infrastructures et donc de remonter très facilement les données, limiter l'intégration aussi. Donc, il y a des gateways aussi qui sont plus ou moins simples parce qu'ils ont déjà une capacité à communiquer avec des protocoles, de créer des réseaux aussi. Donc, il y a des matériels aujourd'hui qui facilite l'intégration et tout ça, ça va évoluer dans le temps aussi. Je pense qu'on va aller de plus en plus vers ce genre d'infrastructure. La sécurité fait des infrastructures aussi qui répondent à des normes de cybersécurité aussi importantes, justement avec des VPN, des capacités aussi à avoir que des flux montants quand on veut remonter de la donnée, c'est suffisant par exemple pour le comptage. Et donc là, on est en capacité aussi à rassurer des directions informatiques sur le fait qu'on respecte des dispositions de cybersécurité. Ça, on ne l'évoque pas si souvent, mais c'est important justement de montrer que ces architectures, elles sont déployables sur des hôpitaux, qu'elles sont déployables même sur des bases aériennes militaires. Enfin voilà, c'est déployé sur des aéroports. Donc c'est pas tout ce qu'on entend sur des réseaux. Effectivement, il faut l'appréhender, il faut comprendre bah, quelle est cette technologie, comment elle fonctionne, est-ce qu'on est sur des bandes sur des fréquences libres, et puis après quel est le fonctionnement dans le temps. Donc tout ça, on peut aussi vous accompagner sur ces infrastructures. Et puis on va clore notre présentation, après on en viendra à des questions, mais par justement aussi des précisions d'architecture, puisqu'on voulait effectivement montrer la capacité à remonter bah, selon les sites le plus facilement possible, que le comptage, c'est déjà des dispositions qui vont amener un retour sur investissement de par la disposition à évaluer et à améliorer la performance énergétique, mais sans action, il n'y a pas de performance énergétique. Donc le comptage est une étape nécessaire à la performance énergétique, mais c'est pas celle qui vous fait gagner immédiatement des économies d'énergie. Donc ça peut être vu comme un essai, c'est un investissement, effectivement, d'où la nécessité de pérenniser ces infrastructures, ces compteurs. Mais dans le même temps, il faut aussi regarder comment, bah, le plus simplement, on arrive à déployer ces compteurs. Donc là, on a pris 3 exemples sur des projets, des bâtiments tertiaires où on a des systèmes de GTB accompagnés d'un suivi énergétique, hein, c'est déjà nécessaire. Donc c'est un seul outil ou c'en est plusieurs, hein. Sur un monosite, c'est pas rare aussi de pouvoir exploiter tout localement. Sur du multisite, c'est plus rare parce que justement, on veut évaluer la performance d'actifs qui sont les uns, donc on va plutôt ces 2 infrastructures de droite. Mais donc une GTB sur un site tertiaire de quelle qu'en soit sa taille, bah, capacité donc il faut de l'interopérabilité par le décret BAX et on est capable de remonter de la donnée en filaire ou en sans fil aussi. On peut aussi mettre de l'infrastructure sans fil même sur un petit, un moyen ou un gros bâtiment tertiaire. Le multisite, c'est d'autant plus fréquent que de rencontrer ces architectures hybrides où on peut avoir de l'automatisme et de la GTB sans avoir forcément une supervision sur site, hein. C'est pas forcément un élément
qui est nécessaire, d'autant plus qu'on n'a pas, on a rarement quelqu'un derrière le PC. Donc là, il faut qu'on oublie le fait qu'une GTB, c'est un PC. Une GTB, c'est aussi accéder à de l'information à distance, voir la remonter pour la traiter le plus efficacement. Dans des alarmes, il faut aussi avoir des schémas de traitement de la donnée qui soient les plus efficaces possibles. Pour l'énergie, ça peut être celui-ci, hein. Ça peut être justement un automate qui fait office de concentrateur, peut aussi assurer des fonctions de régulation de production, des productions CVC, voire de terminaux de distribution. En tout cas, cet équipement, il a la capacité, on voyait juste avant, via des API, à communiquer directement vers SME ou en utilisant le réseau, on peut aussi utiliser le réseau informatique des clients. Donc, il y a différentes dispositions, plus ou moins simples. Nous, on préconise d'intégrer les fonctions informatiques aussi chez vous pour qu'elles valident aussi ces dispositions, on disait, qu'elles ouvrent des ports. Vous avez aussi la capacité peut-être à utiliser des réseaux, des VLAN techniques, parfois qui sont déployés pour d'autres usages que la JTB. Donc, plus on arrive à utiliser l'existant, que ce soit du réseau, des systèmes, plus on a un TRI qui va être efficace pour déployer de la mesure énergétique et pour piloter vos bâtiments. Voilà, donc on voit les typologies de bâtiments en multisite où on peut faire de la gestion CVC et de la gestion d'éclairage. Et puis après, on peut avoir aussi, même pour des besoins de bâtiment, notamment pour la classe A, en chauffage, qui requiert par exemple le fait de piloter chaque zone et chaque pièce, des équipements qui, de par la nature et par la facilité de déploiement, sont aussi en LoRa. Donc, je parlais de cas d'usage tout à l'heure qui sont pas seulement de la télérelève, mais cette infrastructure hybride automatisme et réseau privé LoRa, hein, là on parle de réseau privé, capacité à communiquer aussi avec le régulateur pour lui renvoyer les informations. Ça, c'est de plus en plus fréquent en BACnet, Modbus. Et voilà, donc concentration de bénéfices, c'est que on utilise l'infrastructure pour ces différents besoins de GTB et de comptage. Et puis, dernier exemple, sur des villes, voilà, on peut trouver des intérêts aussi à déployer un réseau encore plus, à une maille plus importante, qui n'est pas monocyte, mais qui est à l'échelle de bâtiments qui sont les uns à côté des autres, ce qu'on appelle un réseau LoRa, donc avec un cœur de réseau aussi, un LoRa Network Server. On utilise l'infrastructure pour des besoins. On est capable, dans ces architectures, aussi de redescendre la donnée vers des bâtiments qui ont besoin de capter de la donnée sans fil. On voyait, comme l'exemple du milieu, hein, des sondes de température, des sondes de détection d'occupation, on peut les redescendre à travers le réseau qu'on crée, non pas pour un bâtiment, mais pour plusieurs bâtiments. Et puis après, l'intérêt de ces infrastructures pour les villes, c'est qu'on peut faire de la télérelève de comptage. Aujourd'hui, beaucoup de villes déploient aussi ce type de réseau pour l'eau, hein, pour la gestion de l'eau, c'est important. Et on voit de plus en plus justement d'acteurs qui peuvent partager ces infrastructures. On a des exemples euh, sur différentes, euh, sur différentes tailles aussi de collectivités. On fait sur Bordeaux Métropole, donc une grosse collectivité, puis on le fait sur le département de la Savoie aussi, où on travaille sur ce sujet d'utiliser un réseau qui est déjà existant pour l'eau, pour pouvoir aussi remonter, voire même après, c'est des éléments qui permettent après de mieux piloter les bâtiments à partir du moment où on récupère quelques données comme des sondes de température, des VMC. Voilà, donc là, on est plutôt dans des cas d'usage IoT qui répondent parfois en partie pour le BAX, mais pas en totalité, qui viennent compléter une architecture BAX, hein, GTB, mais en tout cas qui sont précieuses pour la télérelève. Voilà, donc les éléments qu'on souhaitait vous présenter. On a essayé d'aller à l'essentiel et de vous montrer les objectifs, avant tout, de fiabilité de la remontée d'informations, fiabilité de la donnée de comptage, mutualisation des réseaux, qu'est-ce qu'il est possible de faire et que tout n'est pas forcément trop complexe, hein, il y a des éléments. Par contre, il ne faut pas forcément installer aussi n'importe quoi. Il y a la résilience dans les équipements quand justement ils sont industriels, quand ils sont communiquant les uns avec les autres, pas forcément chez un seul fabricant aussi, donc d'où les objectifs du décret BAX. Voilà. Il nous reste 10 minutes pour des éventuelles questions-réponses. Je vois qu'on en a déjà. Si vous souhaitez en rajouter, laisse les mettre. Donc on s'était présenté très rapidement, et puis il y en a qui nous ont rejoints par la suite. Thibaut Chauffard, donc moi je suis responsable d'activité justement sur le conseil et l'accompagnement à des maîtrises d'ouvrage sur ces dispositions et notamment sur la GTB. J'ai un passé aussi chez des acteurs de la GTB, IoT, et puis Roman qui est Energy Manager, Ouais, qui est Energy Manager et donc chef de projet sur
sur des systèmes de GTB, sur de l'IoT, donc du conseil et un peu d'intégration aussi de ces équipements. Donc on est capable aussi d'intégrer des équipements sur de l'IoT, sur de la GTB pour déployer efficacement des sites un peu complexes. Euh, voilà. Je vais reprendre du coup quelques-unes de vos questions. J'espère que je serai un peu exhaustif. Donc il y a une question qui est importante. Effectivement, vous la soulevez et nous, on n'a pas encore vraiment les éléments de réponse pour le coup parce que on voyait sur une des premières slides où on nous demandait de capter des données à un pas de temps horaire et puis par la suite de les conserver pendant 5 ans à un pas de temps mensuel. Alors combien de temps on garde le pas de temps horaire et à partir de quand on peut passer sur le pas de temps mensuel? Ça, c'est pas spécifié de manière précise. On peut au moins, il faut au moins avoir ces données 1 an pour pouvoir revenir dessus. Mais voilà, entre 1 an et 5 ans, il faut trouver la bonne maille, surtout celle qui vous est profitable pour l'exploitation. Donc là, dès qu'on a des interrogations, je pense qu'il faut en revenir à vos usages, hein. Seconde question, nous sommes confrontés à l'obsolescence de GTB, même récente, 10 ans avec des équipements plus fabriqués. Ah bah alors, première chose à voir, c'est justement est-ce qu'ils sont capables de communiquer tout de même, hein, même s'ils n'existent plus, et d'entamer peut-être un plan de migration évolutif, pas forcément tout changer d'une fois, mais peut-être à plusieurs étapes. D'intégrer, donc d'où la réflexion aussi un peu globale par rapport au décret BACS, par rapport au plan de comptage aussi, qu'est-ce qu'il y a besoin de mettre, comment faciliter l'interopérabilité avec les systèmes aussi d'exploitation que vous avez, ceux de vos exploitants éventuellement. Voilà, les systèmes sont quand même normalement de moins en moins fermés, hein, moins propriétaires, comme on dit. Ils sont quand même, la plupart des fabricants travaillent aujourd'hui sur les protocoles de communication standard dont on parlait. Maintenant, il y a quand même un élément important, c'est même en réceptionnant des équipements qui sont standards interopérables, il faut aussi récupérer bah, toutes les facilités d'accès, les programmes aussi. Donc, il faut être vigilant quand on récupère des DOE aussi à récupération, ne serait-ce que des mots de passe aussi de la GTB. On est sur des choses parfois où quand l'entreprise bah, termine ses travaux, comment on a eu le temps de réceptionner, c'est souvent le temps. Est-ce qu'on a intégré aussi l'exploitant derrière? La logique voudrait que l'exploitant soit déjà à la réception et commence à être formé, hein, c'est une nécessité, mais c'est pas forcément tout le temps fait. Donc j'espère que Et je il y a réponds. un travail avec l'intégrateur également, effectivement, pour définir les éléments qui nécessitent d'être remplacés et peut-être certains qui vont être conservés. Donc enfin, c'est pas parce que certains éléments sont à supprimer qu'on va remplacer l'ensemble de la GTB. On peut Tout à fait. remplacer certains équipements, essayer de changer la version enfin, il y a des fabricants qui vont proposer de migrer certains équipements vers des solutions qui sont adaptables aujourd'hui à d'autres logiciels, à d'autres systèmes. Et ça, c'est effectivement à travailler avec des fabricants, avec des intégrateurs. Exactement, ouais. C'est vraiment, il faut trouver toutes les parties prenantes à ce projet-là, l'exploitation, et puis effectivement les fabricants, trouver les systèmes qui sont les plus, et puis faire appel aussi à des maîtrises d'œuvre ou des AMO, hein. C'est aussi vous accompagner en étant objectif sur le fonctionnement des équipements et en regardant s'ils peuvent être repris ou communiquer avec d'autres. Voilà. Parce qu'en plus, on voit de plus en plus d'architectures qui sont, on est de moins en moins verticales, donc il faut pouvoir intégrer aussi toutes ces typologies d'architecture. Il y avait des questions sur comment on travaille sur la rénovation en milieu occupé, comment on intègre des systèmes. Bah, justement, le sans-fil est une des possibilités justement de faire moins de travaux, enfin de gêner moins possible justement des surfaces occupées. Après, il y a aussi le fait de profiter de travaux aussi. Donc, on l'a implicitement dit, mais pareil, on va pas mettre un système de GTB sur une centrale de traitement d'air qui est très vétuste ou sur une chaudière. Peut-être, il faut intégrer aussi une réflexion sur les systèmes de production, de distribution, de ventilation avant de réfléchir le projet de GTB. Est-ce que demain, si on le change, est-ce que la régulation qu'on va mettre en œuvre, est-ce qu'elle sera toujours fonctionnelle? Donc vos projets de travaux, vos projets d'exploitation aussi bien les intégrer. Ce qu'on préconise sur les compteurs qui ne présentent que du comptage en impulsionnel pour le fiabiliser. À défaut, on peut conserver dans un premier temps du comptage impulsionnel, hein, après vérification aussi du poids de l'impulsion, du nombre d'impulsions aussi. Donc, il y a des éléments de vérification pour regarder impulsionnel ne veut pas dire fonctionne pas, ça veut juste dire que risque plus important de dérive dans le temps hein, par ces impulsions.
Donc sur l'eau, par exemple, ce qu'on disait, c'est si on peut la remplacer. Sur l'électricité, on envoie de l'impulsionnel, mais là, pour le coup, il faut, c'est à proscrire. Sur l'eau ou sur le gaz, parfois c'est plus simple effectivement de le faire. Donc sur le gaz, effectivement, on disait qu'il y a de l'impulsionnel. Et sur l'eau, bah, je disais du MBus, hein, c'est un protocole qui est quand même répandu sur les fabricants de compteurs, ou en sans fil en LoRa. Et ouais. Ouais. GTB, GTC, effectivement, on n'a pas abordé parce on est allé rapidement. Ça, c'est des définitions. Donc la GTB, c'est ce qui est souhaité aujourd'hui sur ces systèmes pour qu'ils gèrent différents lots du bâtiment, hein. C'est de par le décret, c'est forcément de la GTB, on ne peut plus parler de GTC. Bon, même si on peut se mélanger sur les mots, les acteurs peuvent dire que c'est une GTC alors que c'est une véritable GTB. GTC, dans la définition précise, c'est des systèmes d'automatisation et de supervision qui ne sont affectés qu'à un seul lot. Donc, on va gérer que le chauffage, que la clim, que l'éclairage. À l'inverse, il y a des maîtrises d'ouvrage ou des acteurs qui pouvaient dire que la GTC, c'était la gestion technique centralisée, donc qui était au-dessus de la GTB. Maintenant, la vraie définition qui est bien donnée, c'est une GTB va vous permettre de gérer globalement un bâtiment, différents lots techniques. Une GTC va se concentrer sur un seul lot, donc il faut plutôt envisager maintenant de parler de GTB. Mais ceci dit, si vous avez des GTC, des systèmes, on voyait tout à l'heure DRV, des systèmes, eh ben, on peut aussi trouver des passerelles de communication. Il y a de plus en plus de communication, donc c'est-à-dire pareil, conservons si possible tout l'existant et on peut le remonter sur un BAX, une GTB qui répond à la norme. Voilà. Une question sur effectivement les jeux de données qu'on peut remonter d'un compteur. Est-ce que c'est seulement les kilowattheures, mégawattheures, ou est-ce qu'on peut remonter d'autres données? Oui, on l'a cité, effectivement, on peut remonter d'autres données, il faut en profiter, hein, mais sur le comptage, aujourd'hui, ce qu'on veut mesurer quand on mesure la performance énergétique, c'est effectivement des volumes, des mètres cubes. Après, on transforme parfois en énergie, mais souvent, on remonte quand même des kilowattheures ou des mégawattheures. C'est ce qu'il faut pour remonter dans le système. Après, si on a d'autres éléments, des données de température sur les compteurs d'énergie, ben, faut en profiter pour éventuellement aussi ne pas avoir d'autres sondes qui vont le faire. C'est voilà. De toute façon, on a besoin qu'elles soient bien installées. Donc, c'est des sondes qui sont tout à fait précises, hein. Qui seront même plus précises que des sondes, par exemple, d'applique. Donc, voilà, c'est même des sondes dont on pourrait se servir pour la régulation. Mais aujourd'hui, c'est des sondes prévues pour le dispositif de comptage. Donc, si on peut les remonter, c'est intéressant. Je vois une dernière question sur l'étalonnage. Aujourd'hui, ce n'est pas spécifié dans le comptage tel qu'il est nécessaire pour le BAX. Il faut vérifier que les équipements fonctionnent. Donc, je pense que plus que l'étalonnage aujourd'hui, alors dans le monde industriel, oui, il y a de l'étalonnage. On parle de COFRAC aussi. Peut-être que ça va venir aussi plus précisément, hein. Je pense qu'il va y avoir plus d'attention sur les dispositifs de mesure et des précisions aussi de performance parce que pour faire simple, parfois on a des équipements qui mesurent, mais à quelle précision. Voilà, c'est avec vous qu'on peut préciser les précisions attendues, mais voilà aussi pour ne pas rendre trop complexe le système, euh, on essaye de caractériser ça déjà à l'existant, et puis après sur le gaz, hein, il y a des obligations quand même de remplacement ou sur l'eau, et à partir du moment aussi où on doit refacturer. Mais sinon, voilà. Vous avez d'autres questions sur l'utilisation des produits en communication LoRaWAN. Euh, les retours d'expérience aujourd'hui sont bons, hein. Il y a de la maturité aujourd'hui sur ces réseaux-là, hein. Aujourd'hui, on sait avec attention, précision, estimer, enfin, on sait estimer justement la couverture. Après, on sait la vérifier quand on a déployé le système, donc la couverture et la communication. On dimensionne aussi ces réseaux en fonction justement d'une qualité de couverture. En SF7, on peut aussi attendre justement une qualité de réseau plus importante justement pour que les équipements dans le temps fonctionnent plus longtemps, hein. C'est le cas pour l'autonomie des objets qui est dépendante de ce spreading factor. Donc on peut spécifier du SF7, SF9, c'est des choses qu'on précise communément dans des cahiers des charges. Et le fonctionnement après, ben, est on a des bons retours aujourd'hui sur l'utilisation. On n'a pas 10 ans de retour, mais on peut, par rapport à d'autres technologies aujourd'hui qui sont soit plus consommatrices, soit où on peut avoir des trous de données, aujourd'hui, on sait, en maîtrisant ces infrastructures, et notamment quand on voyait, alors d'autant plus sur des multisites, avec un cœur de réseau aussi qui va manager, superviser l'infrastructure de réseau.
Ça, c'est une condition aussi sine qua non pour maîtriser la fiabilité et la pérennité de ces installations. Et Voilà. ouais, et pour compléter, c'est vrai qu'il y a une grande, enfin, LoRaWAN, enfin, LoRaWAN, il y a une différence entre un réseau opéré et un réseau privé. Effectivement, on a des projets avec des réseaux opérés, et là, la difficulté, c'est d'être sûr que le réseau est fonctionnel, et justement va permettre à l'objet de communiquer à un SF bas. Euh, mais du coup, on peut avoir des projets où ça marche pas très bien, mais en fait, c'est lié beaucoup à la qualité du réseau. Et quand on maîtrise la qualité du réseau via des réseaux privés, bah là, on a beaucoup plus de certitude sur la durée de vie des produits et la qualité des données. Effectivement, tout ça, ça se suit, hein. On ne superpose pas des systèmes pour que justement ça engendre d'autres enjeux de maintenance, hein. Alors ça, il y a forcément à le prendre en compte, mais il faut effectivement définir ce plan de maintenance dès le début, hein. Ça fait partie de la conception justement. On parle de connectivity ou de device management, c'est-à-dire qu'on supervise parce qu'on veut aussi des données fiables. Si on a des trous de données sur la mesure et l'énergie, ben voilà, qu'est-ce qu'on on ne pourra plus l'utiliser ces données-là. Donc il faut maîtriser, mais que ce soit en filaire aussi, hein, c'est pareil, on peut perdre des communications. Donc il faut maîtriser la remontée de données dans des systèmes. Ça peut être justement la vérification de complétude de données, ça peut être aussi vérification des objets. On va comprendre comment ils fonctionnent de par le nombre de trames qui vont émettre, la qualité du réseau. Donc c'est des fonctions de device management qui sont à suivre. Je pense qu'on a eu des phases d'expérimentation assez importantes. Maintenant, on connaît les points d'attention et on saura vous guider aussi si vous avez des questions là-dessus, sur ces phases d'attention, sur la maintenance et l'entretien et sur les coûts aussi de maintenance de ces systèmes. On peut prendre peut-être une dernière question, j'ai pas l'impression que ça coupe. Lorsque nous avons déjà un plan de comptage mis en place, quel est le gap pour passer sur un système GTB? Peut-on utiliser les compteurs déjà en place pour la mise en place d'automates en parallèle des compteurs? Euh, donc il n'y a pas de gap. Le plan de comptage, quand il existe, je pense qu'il y a quand même, comme une GTB aujourd'hui, d'ailleurs, il y a des dispositions de vérifier le fonctionnement des GTB, même au 1er janvier 2025, hein, quand on n'a pas de GTB, il faut auditer le système. C'est ce qu'on préconise aussi pour voir quels sont les travaux à faire. Parce que vous avez peut-être des GTB qui répondent déjà au minimum de performance attendue. Pour le plan de comptage, c'est pareil, hein, il y a des éléments à vérifier pour voir s'il y a une fiabilité de la donnée. Et ce qu'on disait, c'est qu'on n'est pas obligé de remonter ces données. Enfin, c'est pas le plan de comptage qui donne le système de GTB à créer, hein. On peut s'y greffer, on peut utiliser effectivement des infrastructures. On disait certains réseaux permettent de remonter autant des compteurs que des automates. Euh, donc on va pas utiliser véritablement les compteurs pour mettre des automates, c'est plutôt l'inverse. On va plutôt utiliser les automates pour mettre des compteurs. Mais si les réseaux existent, eh ben, c'est c'est important de pouvoir mutualiser et de maintenir ces réseaux. Voilà, bah écoutez, ben, on était ravis d'échanger. Les questions étaient très pertinentes aussi. Donc, on espère que le sujet vous a intéressé, qu'on a apporté des éléments de réponse et on sera précisé sur toute attente. N'hésitez pas. Il y a nos coordonnées ici et puis vous pouvez nous contacter à tout moment. Voilà, bah, place aux autres webinaires. On vous souhaite une bonne journée. On espère que vous aurez tout autant de réponses, d'éléments sur la GTB et que les éléments seront bien compatibles et compléteront bien les éléments qu'on vous a déjà apportés. Bonne journée à tout le monde. Merci, bonne journée.